Le témoin RMC. Il est 7h10 sur RMC et RMC Découverte. Mohamed Moussaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil français du culte musulman et cette charte que vous avez fini par faire aboutir et que vous avez présentée hier à Emmanuel Macron, qui vous a reçu à l'Élysée, une charte pour s'engager pour les valeurs de la République. Avec cette charte, tout commence, a dit Emmanuel Macron. Est-ce que franchement, ça y est, c'est bon, on peut dire que tout commence ? Je pense que c'est une étape importante qui a été franchie. Nous assistons depuis quelques années, sondage après sondage, à une défiance à l'égard des musulmans de France qui s'aggrave à l'occasion de chaque attentat. Je pense qu'il était important qu'un texte aussi ambitieux soit écrit, publié, adressé à nos concitoyens, d'abord de confession musulmane parce que ça les concerne directement, mais également à nos concitoyens de toute confession, pour dire que les musulmans de France sont animés par les mêmes valeurs et les mêmes principes que leurs concitoyens, quelles que soient leurs convictions. Et justement, qu'est-ce qu'il y a dans cette charte ? Je me tourne vers vous, Louis Amar. Rappelez-nous l'essentiel de ce qu'elle contient. 10 articles qui affirment la compatibilité de l'islam avec les valeurs de la République. Le texte consacre la liberté de conscience et le principe de laïcité. Il dénonce le prosélytisme abusif et souligne le rôle essentiel des enseignants dans la société française, allusion transparente à Samuel Paty. Cette charte fait également de l'égalité homme-femme, je cite, un principe fondamental attesté par le Coran. Il rejette toutes les discriminations et voit dans le racisme une déchéance de l'esprit et du cœur. L'islamisme est clairement ciblé. Les signataires refusent que des lieux de culte servent à délivrer des messages politiques ou à importer des conflits qui font rage ailleurs dans le monde. Ils s'engagent aussi à ne plus recevoir de financements étrangers. Enfin, ils balayent l'idée d'un racisme d'État et affirment que les actes anti-musulmans sont l'œuvre d'une minorité extrémiste qui ne saurait être confondue avec le peuple français. Mohamed Moussaoui, c'est quoi l'islam politique que vous dénoncez ? Comment vous le définissez, l'islam politique ? Écoutez, on le définit clairement sur l'article 6 de cette charte, en indiquant que c'est l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Ça, nous le refusons. Il y a certains courants, évidemment, qui le matérialisent sur le terrain, et nous souhaitons que ces courants soient combattus dans tous les lieux et endroits où les musulmans peuvent s'exprimer et peuvent faire valoir que leur religion ne peut pas être un objet politique. C'est une spiritualité. Mais qui va vérifier ? Écoutez, je pense que lorsque des courants vont à l'encontre des principes qui animent l'ensemble de nos concitoyens, de notre pays, ceux qui veulent créer des rapports de force à l'intérieur de notre pays pour diviser, ceux-là, ils sont palpables. Donc c'est ces comportements qu'il faut combattre. Vous pourrez les distinguer, vous pourrez les pointer du doigt en quelque sorte parce que ce sera ceux qui n'auront pas signé cette charte ? Pas forcément, parce que la signature de la charte peut être effectivement un signalement. Mais je pense au-delà de la signature de la charte, que la personne ait signé la charte, je pense que cette charte, il y a des éléments de sanction. Même lorsque quelqu'un signe une charte, ça n'est pas dit clairement qu'il pourrait renoncer à toute son arsenal idéologique. Donc il est important pour nous d'être vigilants. Il ne suffira pas d'avoir signé la charte, en effet, pour être en quelque sorte hors de tout soupçon. Mais cela dit, il faudrait au moins commencer par la signer. Parmi les fédérations qui composent votre CFCM, votre Conseil français du culte musulman, il y a tout de même 3 fédérations qui ne sont pas venues au rendez-vous hier avec Emmanuel Macron, qui ont demandé un délai de réflexion, qui ne sont pas tout à fait sûres de signer. Ça veut dire qu'elles ne sont pas d'accord avec le texte ? Écoutez, nous avons déjà fait une réunion donc, le dimanche soir, avant même de rencontrer M. le Président de la République, et nous avons discuté du texte. Ce que je peux vous dire, c'est que 90 à 95% du texte est validé de façon unanime. Ça correspond un peu à la charte... Sur quoi ça achoppe ? Ça correspond un peu à la charte qui a été validée de façon unanime le 15 décembre. Il y avait 5 à 10%, selon les évaluations, qui laissent aux autres fédérations de dire que le temps qui nous a été imparti n'était pas suffisant pour consulter notre base et expliquer. Mais sur quoi ? C'est-à-dire, c'est quoi les 5% sur lesquels ils hésitent ? Alors, il y a par exemple sur la formulation de l'islam politique en identifiant des courants nommément. Notamment le salafisme. Le salafisme, le wahhabisme, frères musulmans, établir. Vous ne céderez pas là-dessus ou est-ce que vous pourriez éventuellement gommer ? Non, je pense que c'est pédagogique de mettre quelques repères, même si la liste n'est pas exhaustive, mais il est important de donner quelques exemples. Pour vous, salafisme, ça doit être
un des courants qui est rejeté. Je dirais le salafisme, c'est pas tous les salafistes qui vont être qualifiés d'islam politique, mais c'est un indicateur important. Il faut rejeter le salafisme, au fond. Il faut rejeter une certaine idéologie du salafisme, il faut la rejeter. Je distingue entre une pratique rigoriste, qui peut rester rigoriste comme il en existe dans tous les cultes, mais dès que cette pratique rigoriste dépasse vers l'instrumentalisation de la religion à d'autres fins, il faut être vigilant. Un mot sur cette loi qui est en discussion en ce moment contre le séparatisme, même si elle s'appelle plus comme ça. Il y a eu ce débat autour du voile des petites filles. Finalement, ça ne sera pas débattu dans la loi. Vous plaidez dans cette charte pour l'égalité homme-femme. Est-ce que pour vous, voiler une petite fille, c'est respecter l'égalité homme-femme ? Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de voiler les filles. D'une manière générale, je pense que pour un enfant, la pratique religieuse, même si elle est supposée comme une pratique religieuse pour leurs parents, cette éducation doit être proportionnée. Il doit y avoir un équilibre dans le psychique de l'enfant qui permettrait de le construire et de regarder le monde qui l'entoure. Je pense qu'une pratique comme celle-ci, extrême, qui n'est pas d'ailleurs prescrite dans aucune école juridique musulmane, le fait de voiler des petites filles ou des fillettes, ça n'est inscrit dans aucune des écoles juridiques, y compris celles les plus rigoristes. De ce point de vue, je suis contre cette pratique. Vous êtes contre cette pratique et justement, on va y revenir parce que Mohamed Moussaoui, restez avec nous. J'aimerais vous entendre sur une enquête que nous avons menée sur RMC. Nos reporters, Caroline Philippe et Jean-Baptiste Bourgeon, ont enquêté sur le collège et le lycée du groupe scolaire MHS. C'est à Paris, un collège qui a dû fermer le 23 novembre dernier sur décision de l'État parce qu'il y a un soupçon de séparatisme. Que sont devenus les 110 élèves ? Les familles affirment, elles, qu'elles n'ont pas été prises en charge par les services de l'éducation nationale, qu'elles sont sans proposition de rescolarisation ou de suivi. Nos reporters ont retrouvé notamment une ancienne élève de cette structure. Elle a accepté de témoigner. Écoutez. Une fermeture qui contraint Asma, 17 ans, élève en terminale, à suivre depuis 2 mois des cours à distance pour préparer son bac. C'est dur, c'est démotivant. En plus de ça, on est seul à la maison pour un bac. Je suis perdue. Je suis au bord du décrochage scolaire, là, vraiment, parce que je suis en train de penser à arrêter. Je reprends l'année prochaine. Peut-être qu'il y aura une école qui décidera de m'accepter. Impossible pour cette jeune lycéenne voilée de s'inscrire dans un lycée public. Déjà, on ne m'accepte pas tel que je suis, c'est-à-dire avec mon voile, ouais. Et ça fait partie des choses qui me permettent à moi de travailler. Dès que je suis à l'aise, c'est là que je vais sentir une certaine motivation, que je serai à l'aise, quoi. Après la fermeture de l'école, les parents des 110 élèves ont reçu un courrier de leur rectorat pour leur rappeler l'obligation de scolariser leurs enfants sous peine d'une amende. Asma et plusieurs autres élèves voilés n'ont donc pas choisi l'école publique où le voile est interdit depuis 2004. Sur les 3 rectorats dont dépendent les élèves, 2 nous ont répondu. Par exemple, à Paris, sur 33 anciens élèves de l'école, 14 ont été rescolarisés dans le public, 4 dans des établissements privés, 6 sont inscrits à des cours à domicile, mais il en reste 9 dont le rectorat est sans nouvelles. Anan Loukili, la directrice du collège-lycée MHS Paris, déplore un manque d'accompagnement. Ils ferment l'école, ils ont envoyé des courriers à tous les parents, donc ils ont la liste explicite de tous les enfants. La moindre des choses, c'est de dire, bon voilà, on vous a déscolarisé, on vous propose une solution. Vous n'êtes pas notre priorité, on vous a mis sur le carreau. Bon, vous aviez une école, vous n'en avez plus, c'est pas grave. Vous cherchez un hors contrat ou vous les mettez au CNED ou débrouillez-vous, restez chez vous. Selon la directrice, sur les 30 élèves qui ont intégré l'enseignement public, 5 auraient été rétrogradés du lycée au collège, faute de place. Mohamed Moussaoui, quand vous entendez Asma qui témoigne dans ce reportage, elle n'a plus d'école aujourd'hui, mais parce qu'elle refuse aussi de porter le voile. Qu'est-ce que vous lui dites ? Je pense que se scolariser, c'est très important, notamment pour un jeune. On sait très bien que nous vivons dans une société où pouvoir étudier, avoir des diplômes, être inséré dans la société est très important. Et je pense que lorsque la pratique religieuse est un frein pour cette émancipation, il va falloir adapter sa pratique religieuse. Donc vous lui dites, au fond, d'enlever son voile ? Je ne demande pas à une jeune fille qui est convaincue de sa pratique religieuse de renoncer à cette pratique, mais je lui dis également que dans notre société, il est important que lorsqu'une pratique vous gêne dans votre émancipation de la vie, la religion elle-même a prévu des dérogations pour permettre justement à voir ce qui est plus important
il y a toujours des priorités dans notre vie. Donc, au fond, elle ne serait pas une mécréante ou si elle enlevait simplement son voile à l'entrée du lycée. Jamais le voile n'a été une manière de différencier entre les musulmans. Je pense que c'est une pratique comme les autres. Certains pratiquent moins. Plusieurs des pratiques de l'islam sont pratiquées à des degrés différents par les musulmans. Je pense qu'en aucun cas, elle peut se sentir non musulmane lorsqu'elle n'a pas de voile. Donc l'école l'accueillera, mais si elle enlève le voile. Merci Mohamed Moussaoui d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil français du culte musulman et qu'il faudra donc suivre, puisque sur 8 de ces fédérations, eh bien, il y en a toujours 3 qui ont oui, je précise quand même, c'est qu'ils avaient validé la charte à 95%. Les 5% qui restent, il faut qu'ils les négocient avec leur base et retourner vers nous. Et j'espère qu'ils seront avec nous dans les quelques jours à venir pour mettre en place le Conseil national des imams.